Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau webinaire qui fait en fait partie d'une trilogie. Nous avons donné la semaine passée, c'était mes collègues Olivia Santantonio et Yves Lenders, un premier webinaire qui concernait les contrats de distribution et nous aurons également encore un webinaire dans cette série la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer donc cette série sur les éléments essentiels des contrats commerciaux en adressant le sujet très important des conditions générales. Alors, quelques petites informations pratiques d'abord pour commencer. Vous pouvez télécharger les slides sur la droite normalement de votre écran. Vous pouvez également les imprimer. Une question vous sera adressée pendant le séminaire, donc il faut être un petit peu attentif, même si je pense que ce n'est pas une question très, très compliquée. Et ça vous permettra également d'obtenir un certificat de participation au webinaire, donc en fin de séminaire, ce certificat qui est utile pour les juristes d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui pourra donc être remis. Vous pouvez également m'adresser vos questions via le chat. Et si on a le temps, on y répondra ensemble en fin de séminaire. Et sinon, ne vous inquiétez pas, on reviendra avec vous, avec l'équipe Lydiane, on reviendra sur vos questions par écrit après le séminaire. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va aujourd'hui d'abord revenir un petit peu sur l'importance des conditions générales. Ensuite, l'enjeu principal, évidemment, des conditions générales, c'est de voir comment on peut les rendre opposables à la partie co-contractante. Nous verrons ensuite quelles sont les spécificités en matière d'e-commerce et nous aborderons la problématique de ce qu'on appelle le Battle of Forms, donc quand plusieurs sets de conditions générales sont susceptibles d'être appliqués et qu'on ne sait pas trop finalement lesquelles sont applicables. Et très important également, nous reviendrons sur la loi tout récemment entrée en vigueur, la loi B2B, qui consacre certaines clauses comme étant abusives et qui a évidemment un impact majeur sur les conditions générales en B2B, donc entre entreprises. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'importance des conditions générales. Les conditions générales permettent aux entreprises d'augmenter leur sécurité juridique, la lisibilité de leurs relations contractuelles et évidemment de limiter leur risque d'entreprendre. Alors il peut s'agir d'une multitude de risques, c'est principalement le cas pour les vendeurs, les prestataires de services. Ça permet de délimiter de manière claire les droits et les obligations des parties. Quel délai de paiement va-t-on permettre? Est-ce qu'on va utiliser un Incoterm pour en réalité agrémenter, arranger un délai des manières de prévoir la livraison, par exemple, d'un bien? On peut également prévoir une limitation de responsabilité qui correspond à, au minimum, ou plutôt en réalité au maximum de la responsabilité qui est couverte par un assureur protection, par un assureur qui protège finalement votre responsabilité civile professionnelle. Et il conviendra donc que la limitation de la responsabilité soit en adéquation, par exemple, avec une police donc d'assurance. Et on peut également penser en termes de limitation d'une garantie commerciale qui serait offerte. Si j'ai un produit que je mets sur le marché et que j'offre une garantie, par exemple, de 5 ans, il faudra évidemment cadrer cette garantie qui ne sera pas offerte à n'importe quelle condition. Et tout cela passe par les conditions générales. Alors, c'était l'objet du séminaire de la semaine passée, le droit applicable et le juge qui est finalement compétent auquel on attribue la juridiction en cas de litige. Donc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est également un élément fondamental des conditions générales, déterminer quel est le droit applicable. Pourquoi? Parce que le droit applicable a évidemment des conséquences sur ce qui est permis ou pas dans les conditions générales. On va le voir tout au long de la présentation. Le droit belge présente des spécificités à ce niveau. Et les conditions générales sont également la place idéale pour finalement déterminer quel est le juge compétent en cas de litige, mais on va voir qu'il existe également des nuances par rapport à cela. Alors, venons-en maintenant donc à l'enjeu principal des conditions générales. Elles ne servent finalement pas à grand-chose si elles ne sont pas opposables. Et le principe, pour qu'elles soient opposables, c'est qu'il faut recueillir le consentement sur les éléments essentiels, donc le consentement de la partie à laquelle on souhaite faire appliquer ces conditions générales, ce qui implique deux conditions. Tout d'abord, la possibilité
d'une prise de connaissance par le co-contractant. Il ne s'agit pas donc d'une prise de connaissance nécessairement effective, mais on peut en réalité forcer personne à prendre connaissance d'un document, mais il faut à tout le moins qu'il ait la possibilité d'en prendre connaissance. Et deuxième condition, il faut qu'il marque son acceptation sur les conditions générales. Ces éléments doivent intervenir avant la conclusion du contrat. Donc, si je formalise une commande, je ne peux pas marquer mon acceptation sur les conditions générales après avoir formalisé cette commande. Ça doit être avant, sinon le contrat est conclu, mais sans que les conditions générales soient applicables. Alors, contrairement en matière B2C, donc business to consumer, il n'y a pas de réglementation spécifique en matière de conditions générales entre entreprises. On applique le code de droit économique, le code civil, les principes, la doctrine et la jurisprudence qui sont finalement codifiés désormais dans le code de droit économique. Alors donc, je vous propose de revenir sur chacun de ces critères un par un. Donc d'abord la prise de connaissance et ensuite l'acceptation. On va maintenant rentrer dans le détail de la prise de connaissance. Je vous l'ai dit, le principe, c'est qu'il doit y avoir une possibilité de prise de connaissance des conditions générales de manière effective par le co-contractant. Et la situation qui est un petit peu, je pense, le rêve de tout juriste d'entreprise ou de tout avocat, c'est évidemment la transmission d'une version complète papier des conditions générales qui est signée par le co-contractant. Évidemment, en pratique, ce n'est pas toujours faisable et nous allons voir qu'il y a d'autres manières de permettre l'acceptation et la prise de connaissance des conditions générales. En tout cas, ce que la jurisprudence considère comme n'étant pas suffisant, c'est les cas que j'ai listés dans la diapositive ici. Tout d'abord, l'indication des conditions générales, le fait d'indiquer qu'elles sont accessibles, consultables au greffe, n'est pas suffisant pour être considéré comme une prise de connaissance effective. C'est la même chose pour un renvoi des conditions générales au moniteur belge ou alors une mention sur le site internet, dans le bandeau du site internet qui renvoie vers les conditions générales. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi cela? Eh bien parce que le Code de droit économique prévoit une obligation de notification, une obligation légale d'information précontractuelle qui prévoit, c'est l'article 74 du livre 3 du Code de droit économique, que les conditions générales doivent être communiquées ou mises à disposition à l'initiative de l'entreprise de manière claire et non équivoque, et ce, avant la conclusion du contrat. Et l'article 75 nous dit comment on peut communiquer, quelles sont les méthodes admises de communication des conditions générales, soit une communication au client, soit une manière de les rendre facilement accessibles, par exemple sur le lieu de l'activité de l'entreprise, soit via une adresse électronique, donc une adresse email, ou encore si elle figure par exemple dans la documentation d'information de l'entreprise, si les conditions générales y sont reprises, ce sont des méthodes de communication qui sont admises. Et si cette obligation de notification n'est pas respectée, il y a d'abord des sanctions pénales qui sont prévues par le Code de droit économique, des sanctions de niveau 2 qui peuvent aller de 26 à 10 000 euros d'amende, mais surtout, il y a des sanctions de droit commun au niveau tout d'abord de la responsabilité précontractuelle, le défaut d'information, et l'inopposabilité des conditions générales, qui est finalement la sanction principale en ce qui nous concerne aujourd'hui. Cela signifie que cette obligation de notification est une condition nécessaire à l'opposabilité de vos conditions générales. Une condition nécessaire, mais qui n'est cependant pas suffisante en tant que telle, puisque ce n'est pas parce que vous respectez ces critères qu'on a nécessairement rempli les deux conditions de prise de connaissance effective des conditions générales d'une part et d'acceptation d'autre part. Cela signifie également que si cette obligation n'est pas respectée, le contrat peut quand même être conclu, valablement conclu. Donc la sanction n'est pas la nullité du contrat, c'est l'inopposabilité des conditions générales. La grande différence, c'est que si on ne respecte pas cette obligation, le contrat est conclu, mais sans les conditions générales, ce qui peut évidemment poser problème pour une entreprise. Alors, sur la prise de connaissance, dernier slide, il faut évidemment se poser la question des conditions générales qui figurent généralement au verso d'une facture. Eh bien, ces conditions, c'est un mode de prise de connaissance qui est tout à fait accepté. C'est repris à l'article 1384 bis désormais du Code civil. Une facture acceptée par l'entreprise vaut preuve contre celle-ci. Ce principe n'est pas valable vis-à-vis des consommateurs, mais vis-à-vis d'une entreprise, que ce soit d'ailleurs dans le secteur de la vente, de l'achat, mais aussi des services, des transports. Eh bien, c'est une manière
de permettre une prise de connaissance effective des conditions générales. Alors, deuxième critère, ensuite, c'est celui de l'acceptation. Le principe est que l'acceptation tacite des conditions générales est tout à fait valable. Il n'est pas nécessairement obligatoire d'obtenir une signature sur chacune des pages des conditions générales, par exemple. Le problème de l'acceptation tacite, c'est évidemment le problème de la preuve. Comment va-t-on prouver cette acceptation sans avoir, par exemple, une signature ou une acceptation par un autre moyen? Et il y a une deuxième difficulté également, c'est le fait qu'en droit international, dans le contexte international, il n'est pas possible d'avoir une acceptation tacite d'une clause d'élection de fort, donc une clause qui attribue un litige potentiel à un juge. Et donc, ce qu'on conseillera, c'est de reprendre cette clause d'élection de fort ailleurs que dans les conditions générales, en tout cas pour les contrats internationaux. On pourrait par exemple songer à inscrire cette clause d'élection de fort. Toutes les contestations sont du ressort du juge, etc., pourraient être inscrits par exemple sur la facture ou sur le bon de commande et non pas uniquement dans les conditions générales. Et en tout état de cause, il vaudra toujours mieux insister sur l'acceptation explicite, par exemple via la signature des conditions générales pour éviter ce genre de problème au niveau de la charge de la preuve. Alors, lorsqu'on parle évidemment de la charge de la preuve, se pose également la question de savoir si on peut recourir à une clause de prise de connaissance et d'acceptation. Donc, s'il s'agit d'une clause par laquelle une partie va confirmer qu'elle a pris connaissance des conditions générales. Alors, très important, évidemment, cette clause ne doit pas être inscrite dans les conditions générales elles-mêmes. À partir du moment où on essaye de prouver qu'elles sont rentrées dans le champ contractuel, il faut évidemment que cette clause se trouve ailleurs. Je vous donne un exemple. Si on a un contrat d'agence immobilière et que son en-tête vise les conditions générales, on peut avoir une clause de prise de connaissance et d'acceptation de ces conditions générales qui se trouvent donc sur le contrat d'agence immobilière ou dans des conditions particulières. Et à partir du moment où je ratifie ces clauses particulières ou ce contrat, eh bien, le but de la clause, c'est que les conditions générales fassent également partie intégrante du contrat. Alors tout ceci a l'air bien, bien beau, on pourrait penser que c'est la solution parfaite. Cependant, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 20 avril 2017. À l'origine de cet arrêt, on avait un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui nous disait que la qualité de commerçant était suffisante pour rendre la clause d'acceptation opposable. Et la Cour de cassation n'est pas du tout d'accord. Elle a dit que ce genre de clause ne pouvait pas suffire finalement à manifester la prise de connaissance. Et donc, la prise de connaissance des conditions générales ne peut pas être déduite de la qualité de commerçant de la partie co-contractante. Et donc, même si vous utilisez une telle clause, eh bien, il faudra prouver la prise de connaissance réelle ou à tout le moins la possibilité d'une prise de connaissance de la partie co-contractante. Alors, on en vient à notre petite question, donc c'est à vous de jouer maintenant. La clause de prise de connaissance et d'acceptation des conditions générales est-elle suffisante comme preuve d'opposabilité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que cette clause n'est pas valable? Je vous laisse répondre à cette question.
Voilà, alors vous avez répondu, vous êtes dans le bon, puisque c'est évidemment faux. Cette clause ne suffit pas, puisque la Cour de cassation a bien décidé qu'on ne pouvait pas présumer de la qualité d'entreprise, donc à l'époque on parlait de commerçant, maintenant on parle d'entreprise, la prise de connaissance des conditions générales. Alors je vous propose maintenant de poursuivre en ce qui concerne l'e-commerce. Alors l'e-commerce est évidemment en plein boom avec la situation que nous connaissons, la crise du Covid-19, et la dynamique est évidemment fortement différente lorsqu'on parle d'e-commerce, puisqu'il n'est plus question de conditions générales au verso de facture papier. On voit ces conditions générales apparaître sur notre écran d'ordinateur, de tablette, de smartphone. Et il va donc évidemment falloir tenir compte de ces spécificités. Néanmoins, le législateur a prévu que le principe restait le même en matière d'e-commerce. Il y a toujours notre exigence de prise de connaissance que nous avons détaillée et d'acceptation des conditions générales. Le législateur a prévu dans le Code de droit économique au livre 12 des spécificités qui vont s'appliquer uniquement lorsqu'on est face à un contrat conclu par voie électronique. C'est une notion qui est définie en jurisprudence de manière extrêmement large. Et en réalité, il est plus facile, je pense, d'illustrer qu'un contre-exemple, ce qui ne tombe pas dans le cadre des contrats par voie électronique. On peut penser à une personne qui se rend dans une agence de voyage, qui va conclure un contrat par l'intermédiaire finalement d'un ordinateur qui va être présenté dans l'agence, mais le contrat est conclu dans l'agence. Eh bien, dans ce cas-là, on n'est pas dans le cadre d'un contrat conclu par voie électronique. Mais on le voit, on est dans une situation assez restrictive. Pour le reste, en cas de contrat conclu par voie électronique, eh bien, le législateur a prévu que les conditions générales devaient pouvoir être conservées et reproduites par le destinataire. Alors, la meilleure manière d'achever cette obligation, c'est de, par exemple, permettre à la partie co-contractante de télécharger les conditions générales au format PDF ou encore de lui envoyer par email afin qu'elle puisse les conserver dans sa boîte mail. Deuxième exigence, il faut que la partie qui marque son accord sur les conditions générales puisse revenir sur l'acceptation. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse sur une commande, on a généralement un stade où on accepte les conditions générales. Et bien, à la page d'après, qui est généralement la finalisation de la commande, eh bien, on doit pouvoir revenir et finalement ne pas marquer son accord sur les conditions générales. Et donc, la meilleure manière d'éviter des contestations à ce niveau-là, c'est de prévoir finalement deux options. Première option, je marque mon accord sur les conditions générales. Deuxième option, je ne suis pas d'accord et je reviens en arrière au niveau de ma commande. Et ensuite, de permettre encore, une fois l'acceptation donnée, donc de revenir sur l'écran précédent pour corriger son acceptation. Et ces obligations sont valables tant en matière B2B que vis-à-vis des consommateurs. Alors, se pose aussi la question, évidemment, de savoir en matière de commerce électronique si ce qu'on appelle les ticking box, donc les petites cases à cocher pour marquer son accord, sont valables. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision là-dessus où elle estime que c'est une manière valable de déclarer la prise de connaissance des conditions générales, à condition que ces dernières puissent être conservées, imprimées et conservées, et ce, avant la conclusion du contrat. Dans la décision, la Cour de justice précise également qu'il n'est pas nécessaire que les conditions générales apparaissent automatiquement à l'écran. Toutefois, en termes de conseil, on peut conseiller, imaginons, un pop-up des conditions générales, une apparition automatique pour éviter toute discussion, mais ce n'est évidemment pas obligatoire. Le conseil donné, évidemment, c'est celui de la case à cocher pour éviter toute contestation au niveau de l'acceptation en matière d'e-commerce. Alors, je vous propose maintenant d'aborder la question de ce qu'on appelle le Battle of Forms. C'est la situation où finalement on ne sait plus trop ce qui est applicable puisque chacune des parties co-contractantes a tenté de faire valoir ses conditions générales. J'ai encore eu un exemple il y a quelques jours dans un dossier. Finalement, il y avait une offre de prix auquel étaient jointes des conditions générales et puis un bon de commande euh, émanant de la partie adverse qui lui faisait référence à ses propres conditions générales. Qu'est-ce qu'on applique dans ce cas-là? Et la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas de solution automatique. Le juge a un certain pouvoir d'appréciation et différentes théories peuvent être appliquées. On a tout d'abord la théorie de ce qu'on appelle le first shot rule, donc le premier à avoir fait valoir ces conditions générales, ces dernières seront applicables si
on rencontre évidemment les conditions d'acceptation et de prise de connaissance. La théorie du last shot rule, donc c'est la théorie du dernier mot, qui est évidemment la théorie inverse, et le plus souvent, ce qui revient, c'est ce qu'on appelle la théorie de la knockout rule, qui va en fait fusionner les conditions générales dont les parties tentent de se prévaloir et appliquer l'ensemble de ces conditions générales à l'exception des clauses qui sont incompatibles entre elles. Et c'est une solution importante puisque c'est celle qui est codifiée dans le livre 5, les obligations du nouveau Code civil qui entrera bientôt en vigueur. C'est la solution qu'a donc reprise le législateur, c'est celle qu'il a codifiée sur la base de la doctrine et de la jurisprudence. Et donc, pour vous donner un exemple, si dans mes conditions générales, j'ai une clause d'attribution des litiges aux tribunaux, par exemple, belges, et que mon co-contractant avait lui prévu une clause d'arbitrage, eh bien, ces deux clauses sont incompatibles, donc elles vont s'annuler entre elles, et pour déterminer quel juge sera compétent en cas de litige, on va retomber sur le droit commun et donc sur le droit applicable pour pouvoir le déterminer. Alors, évidemment, on se rend compte que ça peut donner lieu à beaucoup d'insécurité juridique, cette solution de la knockout rule, puisqu'on va déterminer finalement ce qui sera le droit applicable uniquement sur base, ce qui seront les clauses applicables donc sur base du droit applicable, et donc on n'a pas directement une certitude quant aux droits et obligations des parties. Et donc, voici quelques conseils pour éviter de se retrouver dans cette situation. Il faut savoir que la knockout rule ne s'appliquera pas si une partie a contesté immédiatement et formellement l'application des conditions générales qui lui sont soumises. Et donc, si vous réalisez cette contestation immédiate et formellement, les conditions générales de votre contractant ne seront pas soumises, et vous pouvez également doubler cette précaution d'une clause dans vos conditions générales par laquelle la partie co-contractante va renoncer à l'application de ses propres conditions générales. Dans ce cas-là, on évite bien des conflits. Alors, dernier point de ce webinaire en ce qui concerne les conditions générales, je voudrais m'attarder avec vous sur la nouvelle loi B2B. C'est une loi qui concerne, qui a été instaurée par le législateur pour lutter contre l'abus de dépendance économique, la concurrence déloyale et également les clauses abusives. De telles protections existaient déjà depuis pas mal de temps en matière B2C, donc pour protéger les consommateurs. Et le législateur, par cette loi, a souhaité également offrir une certaine protection aux entreprises. Et le champ d'application de cette loi est très large, ce qui rend l'impact de la loi significatif, puisque initialement, les discussions sur cette loi se voulaient assez limitées. On voulait protéger, par exemple, les petits producteurs contre les chaînes de grande distribution. Et bien, finalement, le champ de la loi précise, le champ d'application de la loi précise qu'elle s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc, on pourrait avoir des grands acteurs de l'économie belge, voire des entreprises multinationales qui décideraient d'invoquer cette loi pour faire annuler une clause qui serait considérée comme abusive. Cette loi est particulièrement d'actualité, elle vient d'entrer en vigueur le 1er décembre 2020, et la sanction retenue par le législateur, si une clause est considérée comme abusive, c'est la nullité de cette clause. Alors, comment est-ce que la loi fonctionne? Elle fonctionne tout d'abord sur base d'une interdiction générale des clauses abusives. Le juge peut décréter qu'une clause, à elle seule ou combinée dans un contrat, crée un déséquilibre manifeste entre les parties, et sur base de ce critère, il peut décréter que la clause est abusive et annuler cette clause. Alors, le fait qu'on parle de déséquilibre manifeste signifie que le juge n'a qu'un pouvoir d'appréciation à la marge, évidemment pour garantir une certaine sécurité juridique, évidemment, pour ne pas que tous les contrats puissent être remis en question, évidemment, de manière trop facile. Il faut évidemment respecter le principe qui reste celui de la liberté contractuelle entre les parties. Ensuite, de manière plus lisible cette fois, le législateur a prévu une liste noire et une liste grise de clauses qui sont prohibées. Alors, je vous propose de passer en revue ces deux listes. Ça fait pas mal d'énumérations, mais on va essayer de prendre des exemples assez concrets. Et je pense que ces listes ont un certain mérite pour les juristes, pour les avocats ou pour les entreprises. C'est en tout cas de pouvoir servir de checklist, de guideline quand vous revoyez des conditions générales ou quand vous êtes confronté à certaines de celles-ci et qu'une clause vous semble un petit peu délicate. Eh bien, si cette clause
s'apparente à la liste noire ou à la liste grise, elle méritera un certain niveau d'attention et, le cas échéant, une adaptation. Alors, pour ce qui est de la liste noire, le législateur se veut particulièrement strict vis-à-vis de ces clauses puisqu'elles sont considérées de manière abusive et donc elles seront nullifiées et il ne sera pas possible de sauver la clause en apportant par exemple une preuve que cette clause n'est en réalité pas abusive. On verra que c'est une différence qui existe entre la liste noire et la liste grise. Et donc, premier cas de cette clause, ce sont les engagements irrévocables sous conditions purement potestatives. Donc, ce sont les engagements qui dépendent de la volonté d'une seule des parties. Si je dis par exemple que je peux me réserver le droit d'accepter une commande après qu'il y ait eu offre et acceptation, donc je propose des produits, un de ces produits est accepté, il y a offre-acceptation, le contrat est conclu. Si je me réserve un droit sur base de ma seule volonté de valider cette commande, eh bien cela peut être considéré comme dépendant de ma seule volonté et donc tomber sous le coup de la liste noire. Si par contre je dis je livre si mon fournisseur me livre, ça dépend de la volonté d'un tiers et cette clause est tout à fait permise au regard de la loi B2B. Deuxième catégorie de clauses blacklistées, c'est les clauses qui permettent à une partie d'interpréter unilatéralement une clause du contrat. Le législateur veut ici condamner l'unilatéralisme contractuel. Troisième catégorie, il s'agit de l'exclusion de tout moyen de recours, donc le fait de priver son co-contractant du droit d'accès au juge. Ce n'est évidemment pas permis. Alors, je voudrais lever ici une ambiguïté parce que dans les travaux préparatoires, le législateur avait mentionné comme exemple d'exclusion des moyens de recours l'arbitrage. Évidemment, l'arbitrage est un moyen de recours tout à fait admis, notamment reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, et il est évidemment tout à fait possible d'encore avoir une clause d'arbitrage dans vos conditions générales. Il s'agit, je pense, d'une petite erreur du législateur qui a adopté cette loi un petit peu à la hâte. On va voir d'autres exemples de cette approximation de temps en temps également dans la liste grise. Quatrième catégorie, le fait de présumer de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de clauses sans prise de connaissance effective avant la conclusion du contrat. Une telle clause est également blacklistée et ça fait particulièrement écho à la question que je vous ai adressée, à laquelle vous avez bien répondu, et également à l'arrêt de la Cour de cassation qui prévoyait qu'on ne pouvait pas présumer finalement la prise de connaissance effective, et le législateur reprend désormais cela dans le Code de droit économique. Alors venons-en maintenant donc à la liste grise qui, contrairement à la liste noire, si une clause est reprise donc dans cette liste, il est possible de sauver la clause en apportant la preuve, donc la charge de la preuve repose sur celui qui invoque la clause. Il est possible d'apporter la preuve que cette clause n'est en réalité pas abusive sur base par exemple des pourparlers, des documents contractuels ou d'autres clauses figurant dans le contrat. Et je prends directement un exemple. Si vous avez une clause qui prévoit qu'un fournisseur doit reprendre les invendus en magasin après un certain moment, cette clause pourrait être considérée comme abusive si aucune indemnité n'est prévue. Mais si un peu plus loin dans le contrat, on a une clause qui prévoit une juste indemnité, eh bien, il sera possible de lier les deux clauses pour montrer en réalité que ces clauses sont tout à fait valables et ne sont pas abusives. Alors donc, première catégorie, il s'agit de l'impossibilité pour une entreprise de se réserver le droit de modifier unilatéralement, sans raison valable, les conditions du contrat. Deuxième catégorie, le fait de proroger ou de renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation. On pourrait s'y penser à un contrat d'une durée d'1 an avec un délai de préavis de 9 mois, à moins que les parties puissent le justifier, eh bien, ce serait a priori trop long et donc abusif. Alors la troisième catégorie, placer sans contrepartie le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre partie. On a beaucoup discuté de cette clause déjà en doctrine et je rejoins la majorité des auteurs qui considèrent que cette clause va certainement faire couler beaucoup d'encre et créer de l'insécurité juridique, voire, j'ajouterais, freiner l'innovation économique, car il y a des situations où une entreprise a de bonnes raisons de placer le risque économique sur son co-contractant. Si cette entreprise a des épaules financières plus solides que son co-contractant, mais qu'elle a besoin du know de ce dernier, les parties pourraient très bien s'entendre pour faire en sorte que le risque économique ne repose que sur l'une d'elles, à savoir celle qui est la plus forte financièrement.
et tout cela dans un but d'avancer en termes de recherche, en termes de risque économique. Et donc, je trouve que le législateur ici est allé un petit peu trop loin avec cette clause. Ensuite, quatrième catégorie, le fait d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie en cas d'une non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise de ses obligations contractuelles. Il s'agit ici d'une clause de nouveau catch-all provision, un peu fourre-tout, qui va également, je pense, générer son lot de discussion, puisque il y a évidemment bon nombre de raisons pour une entreprise de limiter, euh, euh, par exemple, le montant auquel on est tenu en cas de faute commise. Et donc, ici aussi, une clause assez surprenante prise dans cette liste grise. Cinquième catégorie, le fait de s'engager, de tenir son co-contractant sans délai raisonnable de résiliation, c'est également considéré comme abusif. Sixième situation, le fait pour une entreprise de se libérer, on parle bien d'une libération ici et pas d'une limitation de sa responsabilité du fait de son dol ou de sa faute grave. Donc, il est toujours possible de limiter sa responsabilité dans ces cas-là. Ce que le législateur considère comme abusif, c'est le fait de s'exonérer totalement de sa responsabilité dans ces cas-là. Septième catégorie, le fait de limiter les moyens de preuve qu'une autre partie peut utiliser. Alors ici aussi, on peut être un petit peu surpris de voir cet élément repris dans la liste grise. Il y a des situations où les parties limitent volontairement les preuves qui peuvent être admissibles, le fait de prévoir un recommandé, qu'un contrat soit signé devant le notaire, etc. Et à notre sens, ceci doit toujours évidemment être possible. Le huitième cas est intéressant. Il s'agit de la situation où les parties limitent le montant de dommages et intérêts qui peut être réclamé en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations. C'est en fait quelque chose qui existe déjà dans le droit commun à l'article 1231 du Code civil. Il est prévu qu'une clause pénale qui en fait est une clause qui permet donc de réclamer des dommages et intérêts en cas d'inexécution de son co-contractant. Si elle est abusive, cette clause pénale, eh bien, le juge a le pouvoir de revoir le montant, de diminuer le montant de cette clause. Eh bien, ici, le législateur reprend finalement l'interdiction des clauses pénales abusives, à la différence que, en droit commun, la sanction est celle de la réduction de la clause pénale, et que ici, je vous l'ai dit, la sanction prévue par le législateur pour le juge, pardon, c'est celle de la nullité de la clause. Et donc, on a bien deux régimes, un fondé sur la loi B2B, Code de droit économique, l'autre fondé sur le Code civil avec deux sanctions différentes. Et donc ici aussi, une clause qui génère, je pense, pas mal d'insécurité juridique, même si elle a le mérite d'être reprise donc, dans cette liste de clauses abusives. Alors, donc, quand on passe en revue ces listes, on a donc l'impression quand même que cette loi limite assez bien la liberté contractuelle. Et donc, je pense que suite à l'entrée en vigueur de cette loi, 1er décembre 2020, une relecture de vos conditions générales peut s'imposer à la lumière donc de ces deux listes. Je pense également que c'est intéressant pour les acteurs, pour les co-contractants, de se réserver la preuve, de conserver la preuve des échanges contractuels, précontractuels, ce qui permettra d'expliquer la ratio legis, donc l'intention des parties derrière les clauses, et de sauver ces clauses si celles-ci sont reprises sur la liste grise. L'importance également dans vos contrats, puisque la sanction est celle de la nullité de la clause, mais que celle-ci peut, dans certains cas, déboucher sur la nullité du contrat dans son ensemble, eh bien, de prévoir une clause de divisibilité qui signifie que votre contrat survivra même sans cette clause si celle-ci devait être annulée afin, encore une fois, de garantir la sécurité juridique. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vais maintenant voir si vous avez posé des questions durant ce séminaire. Je ne vois pas de questions, à moins que. Alors, il y a une question. Il y a une question qui concerne cette dernière partie, donc sur la loi B2B. La question qui est posée ici, c'est quid des contrats en cours? Donc, je suppose ici qu'on signifie les contrats qui
qui ont été signés avant l'entrée en vigueur au 1er décembre 2020 de la loi B2B et qui continuent donc à être en vigueur après cette loi? C'est une bonne question. Elle est très d'actualité et en réalité, ce que le législateur a prévu pour garantir une certaine forme de sécurité juridique, c'est que la loi B2B va s'appliquer aux contrats, aux nouveaux contrats, aux contrats qui sont modifiés après le 1er décembre 2020 ou aux contrats qui sont renouvelés après cette date. Par contre, si le contrat perdure sans modification, sans renouvellement, eh bien, la loi B2B ne s'y applique pas. Je souhaiterais tout de même nuancer cette réponse puisqu'il existe de la jurisprudence qui qualifiait déjà des clauses abusives avant l'entrée en vigueur de la loi B2B. Les juges se basaient simplement sur la jurisprudence existante pour faire cela et je pense qu'ils vont pouvoir continuer à le faire. Et donc, c'est, je pense, quand même un point d'attention important. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'attire déjà votre attention sur le fait que nous donnerons le 3e séminaire webinaire de cette trilogie la semaine prochaine en français et en néerlandais le 17 décembre et qu'il concernera donc les points d'attention contractuels et les problèmes pratiques qu'on peut rencontrer dans la conclusion des contrats. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.